Et puis après, quand j'ai lu l'espèce de tirade du conte avec tous ces peut-être, je ne sais quoi, je me dis, ah, c'est ça la modalité, l'incertitude. Et ça, en fait, vous pouvez le dire dans votre préparation. Je me dis, ça c'est les types de phrases, c'est pas la modalité. Ouais, c'est vrai que quand on dit type, en fait, voilà. C'est plus clair. Voilà. En fait, si vous avez un doute, vous pouvez toujours demander, mais normalement ce sont les appariteurs qui vont vous donner le sujet. Donc les appariteurs ne vous répondront pas. Donc vous pouvez commencer votre question de grammaire en expliquant sur quoi vous avez hésité. Vous dites que vous avez eu un problème de terminologie et donc que vous avez analysé ça, mais qu'on aurait peut-être pu analyser ça aussi. Ou bien que vous avez trouvé judicieux d'analyser aussi. Donc on vous en... Après, il faut que vous soyez au point sur ce que, comme là, sur la modalisation, en fait, il fallait être au point aussi là-dessus. Mais si vous voulez, on reprend, donc on va reprendre tout de suite. Et si je peux vous faire un petit point sur Beaumarchais, puisque, alors, il y a tout ce que j'avais donné la même chose cette année que ce que j'avais donné l'an dernier, vous savez, la double feuille avec la présentation. Donc, j'ai quelque chose à vous dire en plus. Donc, sur l'introduction, donc Beaumarchais n'est connu finalement que pour ces deux comédies espagnoles, donc Le Barbier de Séville. Ça, on aurait pu vous poser comme question, est-ce que ça vous dit quelque chose, Le Barbier de Séville est-ce que ça a été adapté dans un autre art Il me semble au cinéma. Hein. Il y avait des films, Le Barbier de Séville, non? Peut-être, mais c'est la captation de la pièce de théâtre. Non, je pense à un autre art. Oui, l'opéra. L'opéra et les noces de Figaro, pareil. Hein. Donc, et notamment, en fait, là, dans le Barbier de Séville, ce qui est le plus connu, c'est l'air du Chérubin. Donc, qu'on retrouve dans Belle du Seigneur. Alors, donc, Beaumarchais est plus connu pour ces deux comédies espagnoles, dont nous avons à étudier la plus réussie, donc le chef-d'œuvre, d'après les critiques, La Folle Journée. Alors, et ça c'est... Sainte-Beuve, en fait, il dit d'ailleurs que alors, en fait, après, il a fait des parades, il a fait des drames bourgeois, des drames sérieux. Il y a eu une autre production théâtrale, mais qui n'ont connu aucune postérité. Et Sainte-Beuve, donc, qui est un critique du 19e, donc Sainte-Beuve, S-A-I-N-T-E, plus loin Beuve, B-E-U-V-E, un tiret entre les deux. Il dit que l'œuvre dramatique de Beaumarchais se compose uniquement de deux pièces, Le Barbier et Le Mariage. Le reste est si fort au-dessous de lui qu'il n'en faudrait même pas parler pour son honneur. Donc, il est revenu au drame après la Révolution française pour clore sa trilogie par La Mère coupable. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de dire trop de choses sur Beaumarchais, il suffit d'en venir directement là et on vous posera éventuellement des questions. Donc, il faudra cependant bien connaître l'esthétique propre au drame sérieux parce qu'elle fait partie du mariage, avec le pathétique. Donc, ça c'était ce que j'avais dit avant, c'est juste pour l'introduction. Donc, les deux pièces les plus connues de Beaumarchais sont Le Barbier et Le Mariage. Les seuls à retenir de lui, d'après Sainte-Beuve, d'ailleurs, dans les Causeries du lundi. Donc, Causeries du lundi, c'est l'ouvrage de Sainte-Beuve. Et donc, et qu'il est revenu au drame après la Révolution française pour clore la trilogie avec La Mère coupable. Donc, ça c'est juste pour l'introduction. Après, des remarques sur le style de Beaumarchais. Donc, l'écriture comique de Beaumarchais se caractérise par le dynamisme et la prestesse. Donc, il faut être attentif au procédé qui accélère le tempo des échanges. Vous pouvez utiliser du vocabulaire musical, vous pouvez utiliser tout type de vocabulaire qui vous permet de modéliser. Comme tout à l'heure, vous n'aviez pas les mots exacts pour caractériser les choses, mais le tout c'est d'analyser de relever la phrase et d'analyser l'effet produit. Alors, donc tout d'abord, les interruptions et les ellipses
Donc, premier procédé, interruption ellipse, qui laisse le spectateur compléter les énoncés lacunaires, comme tout à l'heure l'amour, et donc stimule l'esprit. Donc la phrase se limite au prédicat, le thème reste implicite, ou l'inverse. Donc la phrase se limite au prédicat, le prédicat c'est ce qu'on dit du thème, sujet et prédicat, on a le sujet d'un côté et le prédicat c'est tout le reste, c'est le transversal. Ensuite, deuxième procédé qui donne de la vivacité, c'est l'habitude de ne pas respecter les limites de la phrase. Une phrase commence dans la bouche d'un personnage et se finit dans la bouche d'un autre. Donc ça anime l'échange. Ensuite, l'ellipse va paradoxalement de pair avec des structures accumulatives qui donnent une impression de vitesse de la parole. Par exemple, dans le conte, qui s'emballe à définir ce je ne sais quoi. Ensuite, la virtuosité dans l'enchaînement des répliques. Alors l'enchaînement qui repose quelquefois sur le signifiant, c'est-à-dire la forme du mot, sur le signifié, c'est-à-dire le sens, ou encore sur la syntaxe, sur une structure. Donc il faut toujours commenter les enchaînements. Et ensuite les traits d'esprit, dont il faut décrire le fonctionnement. Et en fait là, si j'avais dû y revenir, j'aurais analysé, moi, l'écriture spirituelle de Beaumarchais dans cet extrait. Bon. Alors, les modalités de la phrase. Alors, la notion de modalité procède de la logique modale, qui distingue la nécessité et la possibilité que peuvent exprimer des propositions. Donc, plus généralement, la modalité définit l'attitude de l'énonciateur en ce qui concerne son énoncé. Puisque une phrase se dissocie en deux éléments, le dictum, ce que l'on dit, le contenu exprimé, et le mot douce, c'est-à-dire la position de l'énonciateur par rapport au contenu exprimé. Le dictum, le dictum. C-T-U-M, le dictum, ce que l'on dit, Le mot douce. et le mot douce, donc c'est ce que l'on dit, le contenu, et le mot douce, c'est la position de l'énonciateur sur ce qui est exprimé. Donc en fait, on peut distinguer à partir de là les modalités d'énoncé et les modalités d'énonciation. Alors, les modalités d'énonciation vont donner lieu aux différents types de phrases. Et puis, les modalités d'énoncé renvoient à l'attitude de l'énonciateur par rapport au contenu de l'énoncé. Donc, soit elle réalise ce que Jacobson appelle la fonction expressive et ce qu'on appelle affective, c'est l'exclamation, ou bien elles évaluent la valeur de vérité que l'énonciateur accorde à son énoncé. Donc, en se prononçant sur sa vérité épistémique, sa possibilité, sa nécessité, à propos, alors, encore à l'intérieur de ça, donc à propos des types de phrases, donc là c'est Chomsky, un grammairien, C-H-O-M-S-K-I,
distinguer les types de phrases obligatoires qui sont associées à un acte de langage. Et ça, ce sont les 4. Et en fait, vous pouvez juste repartir de ça. En fait, on appelle type de phrase les phrases qui sont les énoncés qui sont associés à un acte de langage. Donc, assertion, une phrase déclarative ou assertive, phrase interrogative, phrase injonctive et phrase exclamative. Et les types facultatifs. Donc là, moi je vous conseille d'éviter, Vincent, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, le passif, l'emphatique, le négatif, l'impersonnel. En fait, ces phrases négatives, elles entrent dans les phrases assertives, déclaratives, qui sont soit positives, soit négatives. Du coup, ça, on exclut quoi qu'il en soit. Oui, parce que sinon, après, vous pouvez tout faire. Moi, je vous conseillerais de faire un plan avec type de phrase et puis la modélisation de l'énonciation, la modélisation de l'énoncé avec les modalités logiques qui relèvent des catégories grammaticales, la modalité axiologique. Donc, est-il sans faux que la comtesse, que sais-je, en vérité, où en fait l'énonciateur présente son énoncé comme certains, vrai ou pas. Donc ça vous fait les 4 types de phrases, plus la modalité de l'énoncé. D'accord. Donc, on va se focaliser sur le type de phrase obligatoire, assertion, interrogation, injonction, exclamation. Et puis après, on va s'interroger sur les modalités. Donc ça, ce sont les... Et puis après, on s'interrogera sur la modalisation, finalement, de l'énoncé. Donc sur la valeur de vérité, la valeur affective, axiologique, épistémique. Donc, modalité d'énonciation, d'abord. Donc, les modalités portent sur l'acte d'énonciation lui-même, donc elles définissent l'intentionnalité, la visée pragmatique. Ça renvoie au type de phrase. Donc, modalité d'énonciation, et on va mettre les 4 types de phrases, et après on va mettre en 5e la modalité d'énoncé. Donc les modalités portent sur l'acte d'énonciation lui-même, donc elles définissent l'intentionnalité, la visée pragmatique. Asserter, ordonner, interroger. Donc asserter, ordonner, interroger, qui correspond à un acte de langage fondamental. Oui, la phrase exclamative est une modalité d'énoncé. Donc, l'assertion, donc la phrase déclarative, est morphologiquement non marquée. Donc, est morphologiquement non marquée. On a en fait une mélodie circonflexe. La voix monte et descend. Alors, tout d'abord, on a des phrases interrogatives dans le corpus. Donc, premièrement, les phrases interrogatives. Totale ou partielle. Donc, totale, qui appelle une réponse en oui ou non. A-t-elle ce bras fermé rondelé, ces jolies voix, ainsi l'amour, vous ne l'aimez plus? Alors, là, il y aurait des remarques à faire, puisque a-t-elle ce bras fermé rondelé, on a bien le verbe qui antéposé et postposition du sujet. Vous ne l'aimez plus. Là, on a une phrase assertive avec un point d'interrogation sans inversion du sujet. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'oralité. Donc très souvent, on procède ainsi dans le dialogue, dans la vie de tous les jours. Après, interrogation partielle, que vouliez-vous en elle? Que sais-je? Donc là, on a une réponse, on attend une réponse particulière. Donc interrogation totale, ça porte sur l'ensemble du procès du verbe. A-t-elle? Oui ou non? Vous n'aimez plus? Oui ou non? Donc la phrase interrogative exprime une demande d'information et appelle en principe une réponse. Sauf
c'est une question rhétorique, où la réponse va de soi. L'interrogation totale porte sur l'ensemble de l'énoncé et l'interrogation partielle sur une partie de l'énoncé. Leur morphologie est donc différente. L'interrogation totale est marquée par une intonation montante et parfois aussi par l'inversion du sujet, qui peut être simple ou complexe. A-t-elle ce bras? Ou bien, cette jeune fille a-t-elle ce bras? Donc là, c'est complexe. Donc, il arrive que seule l'intonation à l'oral et le point d'interrogation à l'écrit marquent l'interrogation totale. Vous ne l'aimez plus. Ainsi l'amour. Donc là, on a même une ellipse du verbe. Hein. Ainsi l'amour est-il, selon vous? Le point. Enfin, point d'interrogation. L'interrogation peut aussi être introduite par le terme complexe « est-ce que ?» C'était familier dans le langage classique au XVIIe et aujourd'hui c'est très usité parce que l'inversion du sujet a lieu en début de phrase, est-ce que, et ensuite l'ordre canonique des mots est respecté. Est-ce que tu viens? Alors, l'intonation est différente de l'interrogation totale. La mélodie de la voix monte sur le terme interrogatif en délimitant la portée de l'interrogation et descend ensuite. Que vouliez-vous en elle? Que vouliez-vous en elle? Donc en fait ici c'est sur le vouloir. Donc on voit que l'interrogation totale a-t-elle ce bras fermé rondelé est une question rhétorique ou oratoire puisqu'elle n'attend pas de réponse. Donc là, c'est destiné à surasserter, à donner plus de force au compliment. Elle a une valeur hypocoristique. Alors, vous pouvez faire des ouvertures et éviter de donner le terme et puis le donner au moment où on vous pose la question. Alors, ensuite, deuxième type de phrase de modalité d'énonciation, donc la phrase injonctive, donc, qui est associée à un acte de langage indirect. Donc l'acte de langage, c'est la parole qui colle avec l'action, qui renvoie à une action, c'est le langage-action. Donc le locuteur cherche à faire agir son interlocuteur. Donc, différentes nuances, de l'ordre à la prière, au conseil. Donc là, on a une courbe d'intonation très nettement descendante. Mais dites donc. Bon, l'impératif ne comportant que 3 personnes, en fait, il peut être quelquefois remplacé par le subjonctif. Qu'ils aillent donc voir ailleurs, qu'ils recherchent, si on pense à Pascal, qu'ils cherchent tous ces athées, etc. Ensuite, donc ça c'était, en fait, dans une première partie, on a vu les modalités d'énonciation. Maintenant, on va voir les modalités d'énoncé. Donc, troisième type de phrase, donc ces modalités d'énoncé affectent non l'acte lui-même, non l'acte de langage, mais le contenu de l'énoncé. Donc, c'est-à-dire l'exclamation, ensuite les phrases déclaratives, assertives ou négatives, et puis les modalités entendues comme la manière dont l'énonciateur évalue le contenu de l'énoncé. Donc, troisième type de phrase, l'exclamation. Donc, elle exprime l'affectivité dans toutes ses variations et morphologiquement, elle se rapproche de l'interrogation. Est-elle sotte? Là, c'était
3, la prévention. Donc à l'oral, bon, c'est assez difficile à décrire, hein, elle est plutôt montante. Donc ça exprime en général le haut degré du point de vue lexical, le haut degré qui est marqué par l'adverbe exclamatif, à la fois dans la quantité et ou dans la qualité. Ah, quelle leçon! Donc là, on a un déterminant exclamatif dans les deux cas. Hein. Ah, quelle peaufinée douce! Ou bien, à quelle leçon! Qu'il s'en faut aussi. Qu'il s'en faut. Donc là, on a dans la deuxième phrase aussi. Ensuite, quatrième type de phrase, les phrases déclaratives, assertives et négatives. Donc, est-ce que la négation peut être aussi une modalité puisqu'elle vise le renversement de valeur de vérité de l'énoncé ou de l'énonciation. Donc, c'est un phénomène à la fois sémantique et grammatical. Donc ça, vous vous rappelez, on a fait un cours de grammaire sur la négation. Donc là, en logique, la négation est une opération qui consiste à inverser la valeur de vérité d'une proposition. Nier, donc c'est asserter la non-correspondance d'un énoncé à la réalité. Alors, une remarque, la négation exceptive n'est pas à proprement parler une négation. Par exemple, l'amour n'est que le roman du cœur équivaut à l'amour est seulement le roman du cœur. Donc, on a deux négations totales, je ne sais quoi, elle n'étudie pas assez. Donc, je ne sais quoi, c'est une négation pleine. On n'a pas de forclusif. Je ne sais pas. On n'a pas le pas, enfin le deuxième élément de la négation. Mais dans l'ancien français, en fait, on n'avait pas besoin de cette deuxième partie. Donc, cinquième modalité, les modalités logiques de la négation. Alors, si vous tombez sur la modalité, vous parlez des différents types de phrases et vous dites que vu le corpus, vu les occurrences dans le corpus, il vous semble judicieux de travailler sur les modalités logiques. Et là, vous présentez, vous dites que ça vous est venu. En fait, vous expliquez comment ça vous est venu. En fait, le truc, c'est qu'on voit que vous vous posez des questions et que si vous ne savez pas, vous irez chercher. Et là, vous dites évidemment... si j'avais eu une grammaire à disposition, j'aurais pu vérifier la terminologie, etc. Mais voilà. Donc en fait, le tout, c'est de se dire que vous n'allez pas arriver et assonner des fausses vérités aux élèves avec votre cours tout préparé ou bien sans aller vérifier. Ok, bon. Donc, les modalités logiques, cinquième type de modalité, qui est un peu à part, donc on vient vous traiter ça en cas particulier, les modalités logiques. Donc elles s'expriment par des par des modalisateurs qui relèvent de différentes catégories grammaticales, donc pas forcément des adverbes. Hein. Donc elles expriment la manière dont l'énonciateur apprécie le contenu de son propre énoncé. Donc là, on va juste étudier les évaluations logiques classiques qui sont limitées à la vérité, la possibilité, la nécessité. Mais on peut aussi avoir le lexique, enfin, les modalités épistémiques, déontiques, qui relèvent de la morale. Alors, et qu'il s'en faut que la comtesse, que sais-je en vérité? Donc, l'énonciateur, dans et qu'il s'en faut que la comtesse, ou en vérité,
l'énonciateur présente son énoncé comme certain ou vrai. Et que sais-je? En fait, l'énoncé interrogatif ici relève de la modalité logique en présentant son fait comme incertain. Bon, voilà, la question des modalités n'est pas tranchée par les grammairiens, donc ce sont des problèmes insolubles, notamment sur le statut de la négation et de l'exclamation. Et en plus, en fait, on ne peut pas étudier tous les subjectivismes d'un texte, c'est-à-dire tous les marqueurs de la subjectivité dans un texte, qui sont multiples, à la fois grammatico-lexicaux, c'est bien, et morphologiques aussi, puisque certains suffixes sont péjoratifs, par exemple noirâtre, vaguement noir, enfin. Donc en fait, tout ça entraîne une complexité la notion de modèle. Voilà. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Alors, la prochaine fois, si on fait une colle, ce sera sur TBL, parce que Vincent m'a dit que ça lui paraissait un peu plus compliqué que le reste. Alors, pour TBL, ce que je vous disais, donc en fait, j'ai fait le même cours l'an dernier sur la présentation des regrets. Alors, il y a différentes parties dans les regrets, je ne sais plus 3 ou 4. Il faut que vous fassiez une base d'introduction que vous apprenez par cœur pour cracher le jour de l'oral, et dans laquelle vous présentez les différentes parties des regrets. Et puis, vous dites que le sonnet s'insère, le poème que vous aurez étudié, s'insère dans telle ou telle partie, et après, enchaîner. Donc, il faut que ce soit court. Donc, pensez, comme là, tout ce que vous avez dit, c'est juste, pensez à resserrer, à concentrer ça dans quelque chose de dense, et puis sur lequel vous ne perdrez pas de temps, et qui vous permettra de traiter, même imparfaitement, la question de grammaire, mais qui fera que vous aurez le temps de gérer, que vous n'aurez pas de point en moins pour la gestion du temps. Donc, parce que là, sur cette explication, vous n'en aurez pas tenu compte, mais si ça avait été moins réussi, on en aurait davantage tenu compte. Après, je ne sais pas, je n'ai pas le barème. Je ne sais pas si Madame Chudi, vous pouvez demander à Madame Chudi si elle veut bien, si elle a un barème. Comme elle ne fait plus partie du jury, est-ce qu'elle est encore autorisée? Est-ce que c'est encore le même barème? Parce qu'en fait, le jury est souverain, donc on peut se mettre d'accord entre les membres du jury sur. Là, il y a encore cette année. Voilà. Après, éviter les remarques sur votre propre prestation, mais que suis-je donc bête? Bon, évitez ce genre de choses. Je disais aux autres que votre tenue était parfaite pour aller à l'oral, mais vous prenez trop peu. Ça me paraît bien. Voilà, pense à mettre des chaussures. Alors là, dans la mesure où vous n'avez pas 20 ans, là pour les oraux que vous avez fait passer, il y avait plein de gamins. Bon, moi ça me choquait, mais finalement je me suis rendu compte que la majorité ayant des baskets, finalement ceux qui venaient en chaussures, ça les desservait plutôt. Enfin, c'est complètement paradoxal. En fait, ceux qui venaient en chaussures avaient des chaussures dont j'ose même pas imaginer le prix, en fait. Donc, c'était très discriminant dans un sens ou dans l'autre. En fait, c'était très marqué socialement, quelque chose que j'ai passé. Bon, là, vous allez avoir les fonctions de représentation, donc on est bien habillé, en chemise. Donc, est-ce qu'on peut passer un étudiant de 20 ans? Enfin, remarque que vous avez peut-être 20 ans, monsieur. Oui, 26 ans, moi. On passera moins à quelqu'un On va passer pour la désinvolture, quoi. Ouais. Alors évidemment c'est pas noté, mais ça donne une impression générale qui influe forcément sur l'ensemble. Ok. Et puis le jury. Après il faut pas venir surhabillé non plus. Oui, faut pas se déguiser, quoi. Ouais. Non, mais alors en revanche, ce que je vous invite à faire, et c'est ce que j'ai fait avec mes étudiants de CAPES, avec qui j'avais des cours de grammaire après l'écrit, c'est de vous habiller comme ça pour être à l'aise quand même, que vous n'ayez pas l'air endimanché et un peu gauche dans le vêtement. Enfin,
essayez, quand vous passerez un moral, bien même, essayez de vous promener et faire ce que vous avez à faire dans la journée avec vos vêtements, quoi. Enfin, les vêtements que vous mettrez à l'oral. D'accord. Et puis avant, de toute façon, les dés sont jetés, donc ne vous bourrez pas le mou avec des choses à la dernière minute, ça va ressortir de manière inappropriée. Vous en avez un, parce que sinon je vous le donne. Hein. C'est vrai. Oui, ça va. Ça, c'est. On ne remet pas une.